принято решение о проведении специальной военной операции. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас, с которыми вы в своей истории. Le 24 février 2022, la Russie lance une opération massive militaire sur la façade est de l'Ukraine. Le jour même, les médias internationaux s'emparent du sujet. Une guerre se profile sur le continent européen. En moins de 24 heures et grâce à tous les différents types de médias, le monde sait ce qu'il se passe en Ukraine. Cependant, tous les médias ne s'accordent pas sur une seule et même version. Certains dénoncent cet acte de barbarie, tandis que d'autres, au contraire, semblent soutenir la Russie. Je ne vous ferai pas la chronologie du conflit, mais nous prendrons ce sujet d'un point de vue totalement différent. Nous essaierons de comprendre comment les médias ont un impact clé dans le déroulement d'une guerre. Pour commencer, je trouve qu'il est très important de vous faire comprendre qu'est-ce qu'un bon média ou un mauvais et en déceler ses fondements. On retrouve 4 points principaux qui définissent un média de qualité, notamment dans ce conflit. Le premier concerne la fiabilité des sources et la variété de celles-ci. Pour vous illustrer cela, et j'utiliserai beaucoup ce média car je le trouve très intéressant, on va pouvoir parler du dessous des cartes de Arte. J'adore cette émission, les vrais savent. Je vous inviterai après la vidéo, et j'essaierai de vous mettre des sources dans la description, à aller voir ce média qui vous fera comprendre le conflit d'une vision beaucoup plus globale et contextualisée, j'y reviendrai plus tard. Mais avant ça, en quoi je peux affirmer que ce média a des sources fiables et variées? Tout simplement car chaque affirmation sera accompagnée d'un chiffre ou tout du moins d'un témoignage d'experts. Vous pourrez toujours trouver sur ce média les sources de l'information et comment celle-ci a été traitée. Dans un second temps, un média a toujours besoin de faire preuve d'objectivité. Il est en droit et même en obligation de confronter les différents points de vue. Le dessous des cartes montre une nouvelle fois à quel point l'Ukraine est indépendante de la Russie, mais pour autant a des liens historiques avec celle-ci. C'est très intéressant de comprendre ça. Le conflit ne vient pas de nulle part. Plus de 50 ans avant le conflit, l'Ukraine appartenait au bloc soviétique. C'était un membre de la grande URSS. Une nation qui, avant sa dissolution par Gorbatchev le 25 décembre 1971, comptait une influence mondiale. Et justement, à travers ce second point, je vous ai expliqué le troisième. Il faut que le contexte soit établi de la plus claire des manières. Plus l'explication sera claire et simple, plus l'information sera compréhensible pour le plus grand public. L'avantage de certains médias, comme une nouvelle fois avec le dessous des cartes, en seulement 5 minutes, vous pourrez comprendre les aboutissants du conflit, ainsi que ses origines. Le quatrième point important pour qu'un média soit de qualité, c'est tout simplement sa neutralité. Il ne doit bien évidemment pas être financé par un acteur du conflit que le média va traiter. Et là justement, je ne vais pas prendre l'exemple du dessous des cartes. Mais pourquoi? Tout simplement parce que c'est un média franco-allemand. Alors vous pouvez me dire que ça n'a aucun lien, et au premier abord, je suis totalement d'accord avec vous. Mais quand on creuse un peu en profondeur, on se rend compte qu'il est donc financé en partie par la France et qu'il bénéficie des contributions audiovisuelles allemandes. Le média bénéficie entre gros guillemets de subventions publique. Les deux pays que sont la France et l'Allemagne ont donc un intérêt, même s'il est indirect, à ne pas voir la Russie entrer en Europe. Les médias français et allemands sont donc poussés à parler du conflit d'une vision très occidentale et européenne. Aucun média public ne pourra faire l'apologie de l'invasion de la Russie en Ukraine au risque de perdre son financement. Et justement, pour vous donner un exemple de médias très neutres, je vais vous donner un exemple qui parle à beaucoup, nous les jeunes, et même aujourd'hui à des générations de plus en plus élevées. Je parle bien évidemment de Hugo Décrypte. Ah Hugo, ces vidéos en feat avec Squeezie et des explications géopolitiques de 3h30 sur des conflits mondiaux. J'aime bien l'entre-deux. En fait, pourquoi je vous prends l'exemple de Hugo Décrypte? Hormis le fait qu'il parle beaucoup plus aux jeunes, j'ai pu avoir accès à certaines de ses vieilles vidéos où justement il expliquait qu'il faisait en sorte d'avoir des partenaires donc pour financer ses vidéos YouTube qui n'ont aucun lien avec le sujet qu'il va traiter dans sa vidéo. Attention, ça c'est vraiment à prendre avec des pincettes parce que ce que j'ai trouvé, ça date d'il y a au moins 4-5 ans. Comme il le disait lui-même, c'est un effort journalistique qui bien évidemment ne peut que être félicité. Maintenant qu'on a compris ce qui définissait un bon média, il faut aussi se rendre compte que certains d'entre eux servent un intérêt national. Que le média soit russophone ou proche de l'Occident, le média ne peut pas échapper à une certaine subjectivité lorsqu'il parle d'un sujet. Parfois c'est non voulu et d'autres fois c'est totalement intentionnel. On observe deux types de médias russophones. On a les médias qui seront purement internes, qui concernent la population de la Russie, et d'autres qui sont externes, et là vous allez voir,
c'est du lourd. Bon, on va commencer tranquillement par les médias internes et c'est déjà quelque chose. Déjà en Russie, il y a énormément de propagande. Ce qui fait qu'au sein même du pays, il y a des médias étrangers qui sont interdits. On a différents médias internationaux comme Euronews, France 24 ou encore la BBC. Ça, les deux derniers, vous les connaissez forcément. On parlera d'eux justement un peu plus tard. Maintenant, on peut justement parler des médias qui sont contrôlés par la Russie et qui servent entre guillemets malheureusement à mentir à la population. Ou tout du moins à modifier la réalité. On retrouve l'agence TASS principalement sur la télé mais aussi en papier et sur internet. C'est le plus vieux média russe, il a été créé en 1904. Le truc a plus de 100 ans quoi. En analysant le média, on se rend compte que principalement il fait les louanges et idéalise la guerre. Le deuxième média important au cœur de la Russie, c'est le média Commerçante. Donc ça c'est un média qui est journalier et qui relate principalement les événements culturels, sportifs et qui a pour but de bien se faire voir de la part de la population. Et là on passe aux médias extérieurs à la Russie pro-russe, justement, on va utiliser ce terme. Et il y en a certains, je vous inviterai, mais avec beaucoup de recul, à aller voir ce qu'ils font, parce que tu regardes ça pendant 10 minutes et... Waouh! Le premier, c'est la chaîne TV Liberté. Et au contraire, ce média qui n'est diffusé que sur YouTube, de ce que j'ai trouvé, en fait, il indique que la propagande est française et même au tout début de la crise, il niait le conflit. En faisant mes recherches sur ce média, je me suis rendu compte qu'il est financé par le directeur de Pro-Russia et Bloc Identitaire. Si ça vous dit rien, comment dire? C'est des mouvements d'extrême droite pro-russe. Donc vraiment ce média-là, je vous conseille d'aller voir ce qu'ils font parce que tout en voulant rester sérieux, je me suis tapé une barre sur le truc quoi. Le second média, il s'appelle Russia Today et celui-ci vous en avez peut-être déjà entendu parler. Donc selon les propos de France Inter en mars dernier, ce média servait principalement avant la guerre comme outil de soft power et maintenant donc durant la guerre comme outil de propagande. Vous vous doutez bien maintenant que la propagande ça concerne plus juste le soft power. Donc celui-ci a été créé par l'État russe et été financé à hauteur de plus de 300 millions d'euros déjà en 2014. Ça, cette information, je l'ai trouvée sur le média britannique News Statement et pas ailleurs, je tenais à le préciser. Ce média est donc accusé de propagande, de désinformation et de faire preuve d'antisémitisme. Ce qui malheureusement dans ce contexte est en lien avec l'extrême droite pro-russe. Bon, on en a fini pour les médias pro-russes. Maintenant, il est important de le souligner, il y a beaucoup de médias qui sont sous l'influence de l'Occident. Côté ukrainien, on a donc aussi des médias internes, comme le média Perchi. Bon, jugez pas l'accent. Celui-ci, il fait comme beaucoup de télé françaises, du divertissement et de l'information. Il est financé par la compagnie nationale de la télévision ukrainienne, donc un financement 100% public. On a aussi des médias externes à l'Ukraine, mais qui restent occidentaux et qui donc portent un message contre l'invasion russe. Et là, je reprends mes trois petits exemples de tout à l'heure. On retrouve la BBC, qui est le plus vieux diffuseur mondial dans la télévision, la radio et aussi dans le numérique. Celui-ci, il a été financé principalement par la redevance audiovisuelle. Et vous vous en doutez bien, si je le mets dans cette catégorie, il est en faveur de l'Ukraine. On retrouve le média Euronews, qui cette fois-ci lui est privé, et il couvre tant bien que mal les différentes évolutions positives. Généralement, lorsque l'Ukraine arrive à reprendre du terrain sur la Russie, c'est Euronews qui va se concentrer là-dessus en opposition à certains médias qui préfèrent axer leurs documents sur l'avancée russe. On retrouve France 24 aussi, qui apporte en quelque sorte une forme de soutien à l'Ukraine et qui représente beaucoup la vision française à l'étranger. Celui-ci, il était financé principalement par la redevance audiovisuelle et par des subventions de l'État. Alors oui, bien évidemment, les médias occidentaux seront principalement des soutiens à l'Ukraine. Après, j'ai pas utilisé dans cette catégorie-là le terme propagande parce que ce mot est vraiment en lien avec l'idée d'inculquer une idéologie par tous les moyens possibles, dont le mensonge. Dans un troisième temps, j'aimerais bien vous parler de l'essor d'Internet dans l'information. Bon, il faut avouer qu'en opposition à certains médias vieux de plusieurs décennies à travers la radio ou à travers le papier, les médias qui se basent sur Internet sont globalement jeunes et pas développés. Sauf quelques exceptions, j'en parlais tout à l'heure avec Hugo Décrypte ou même encore Gaspard G, etc. L'avantage ou l'inconvénient d'avoir de l'information sur Internet, c'est que les gens sont libres d'exprimer ce qu'ils veulent. Ce qui rend l'information beaucoup plus facile d'accès, il faut le reconnaître. L'internaute est... Waouh! Oh, j'ai dit internaute. Oh, j'ai 100 ans ou quoi? La personne qui diffuse l'information est cachée derrière son pseudo et ça c'est plus un point négatif. On a l'exemple parfait avec X, anciennement Twitter, où cette surliberté d'expression peut amener à énormément de problèmes, notamment de harcèlement ou de désinformation. Le problème c'est que c'est une forme de flou constant. L'information est parfois pas sourcée et on sait pas si celle-ci est vraie. C'est pour ça qu'il faut vraiment avoir beaucoup de recul sur ce qu'on voit sur internet, y compris sur cette vidéo. J'ai fait le travail le plus sérieux possible et construit, mais je suis pas à l'abri d'avoir fait énormément d'erreurs. Et malgré le fait que je revérifie plusieurs fois mes informations, j'ai pas une équipe de 10 journalistes avec moi, ni moi ni personne sommes à l'abri d'avoir subi un fake. Justement, concernant ces fausses informations, j'ai un petit exemple à vous donner. Une fausse vidéo de soi-disant RFI a été publiée, dans laquelle ils annoncent des maladies très graves, comme la tuberculose en France. Bon, vous vous doutez bien que globalement, je suis toujours en vie,
c'était pas une vraie info. On a aussi, ça c'est un truc de fou avec les IA, l'explosion des deepfakes, et notamment des deepfakes de présentateurs télé. Ça je vous assure, vous allez sur Telegram, vous en trouvez plein. Cependant, et ça peut parfois être dans certains cas une bonne chose, l'information on peut la récupérer de manière brute et d'un point de vue totalement interne. On peut retrouver sur internet des personnes vivant eux-mêmes en Ukraine et relatant l'avancée des combats ou de la vie des personnes sur place. L'information est factuelle sans interprétation, on la voit telle quelle. Ça on peut le retrouver sur Twitter ou sur TikTok. Bon, j'ai pas TikTok, désolé, je me préserve mentalement. Mais en tout cas ça c'est une approche qu'on ne doit pas critiquer parce qu'elle permet d'avoir une vision différente sur l'information. Je dis ça mais je suis le premier des fois à critiquer les gens qui s'informent sur TikTok. Mais bon, faut reconnaître que ça c'est vraiment un point de vue de vieux grincheux. Pour conclure sur ce sujet, et vous avez bien vu que j'ai pas parlé tant que ça de la guerre en Ukraine, c'était vraiment juste une accroche pour vous faire comprendre un sujet. Maintenant, une fois que vous avez vu cette vidéo, il faut que vous reteniez certaines choses hyper importantes lorsque vous regardez un média ou qu'importe. Les médias ont la capacité de vous informer ou au contraire de vous désinformer. C'est contre-intuitif mais c'est comme ça. Ça peut juste être à cause du fait qu'une information peut être mal vérifiée, mal sourcée ou que le média soit soumis à des pressions gouvernementales. Pour être sûr que votre info soit la bonne, essayez de confronter les sources ou de chercher l'information dans des médias qui sont pas financés par des acteurs du conflit. Faut qu'ils aient une vision beaucoup plus objective et moins déformée de la réalité dans un contexte très compliqué qu'est la guerre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura fait réfléchir différemment parce qu'on n'a pas souvent l'habitude de voir des vidéos qui justement critiquent ou peuvent remettre en question le point de vue des médias, qu'ils soient français ou étrangers. Et aussi pour ceux qui sont habitués à ma chaîne YouTube, oui, ça change totalement de l'ordinaire. Je tiens aussi à préciser que ce travail, je l'avais fait l'année dernière pour préparer mon grand oral blanc. J'avais fait ma petite présentation et tout et je me suis rendu compte en le faisant que le sujet était hyper vaste. Et là, dites-vous encore que j'ai dû omettre des choses, j'ai même pas pu parler de tout, tellement c'est énorme la quantité de travail qu'il faut pour s'informer et se sourcer. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher votre pouce bleu. Commentez la vidéo parce que vraiment c'était un travail hyper long. Bon et du coup on se retrouve pour une prochaine. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'était Titlas. Tchuss. D'ailleurs au passage, n'hésitez pas à poser 2-3 questions dans les commentaires parce que vu tout le taf que j'ai fait, je pourrais peut-être vous y répondre.